Hello, moi c'est Jason et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonne écoute sur Génération Comptable. Bonjour Émilie, je suis ravie de t'accueillir sur Génération Comptable aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, merci pour l'invitation. Je travaille dans un cabinet de la région grenobloise et en termes de parcours, j'ai fait une école de commerce et en apprentissage. Je suis passée dans divers cabinets, dont un Big et aujourd'hui, je suis sur Cessiné. Et alors, quand tu étais petite, quel métier tu voulais faire ? Je suis pas très originale vu qu'en fait je voulais déjà être expert comptable dès que j'ai fait mon stage en troisième. Okay. J'ai pu à cette occasion avoir une sorte de révélation, si on peut dire, et c'était une vraie belle expérience. Génial, ah oui, c'est pas souvent que j'entends ça, donc ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Est-ce que c'est des personnes que tu as rencontrées, ton entourage ? Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, ce sont des personnes d'abord qui m'ont inspiré. L'expert comptable chez qui j'ai fait mon stage m'a montré beaucoup de choses. Alors à l'époque, on était encore papier, ça date un petit peu, mais j'ai pu voir quelle était la dimension de vérification, de traduction des comptes, de l'activité d'une structure et ensuite j'ai aussi participé une fois à un entretien avec un client et du coup j'ai vu qu'au-delà des comptes on pouvait apporter quelque chose au client. Ah oui, c'est super intéressant, comme quoi le fait de voir ce qui se passe chez le client, c'est ça qui donne envie vraiment d'aller plus loin. Oui, effectivement, je dis toujours que à travers la comptabilité on voit tout un tas de choses et on arrive à lire ce qui s'est passé dans l'année de l'entreprise et que c'est juste une traduction de faits historiques. On arrive à conseiller les clients. Alors c'est aussi parce que on voit beaucoup de clients et par communication, par expérience, on apporte un petit peu à chacun. Oui, c'est exactement ça. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours. Du coup, tu disais que tu avais fait 10 ans en Big. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé en Big ? Alors après l'école de commerce que j'ai fait en apprentissage, je suis restée dans le cabinet qui m'avait donné cette chance de l'apprentissage, 2 ans supplémentaires et ensuite j'ai dû changer de région. Du coup, j'ai postulé dans un Big. D'accord. Ça me faisait un peu peur parce que je voulais pas être broyée, mais je trouvais que c'était aussi une formidable expérience, une possibilité d'expérience, de rentrer dans un cadre, de pouvoir profiter de formation et de toute l'expertise d'un Big avec des supports adaptés. D'accord, oui, en effet. Et tu étais à quel poste quand tu es arrivée dans cette structure ? Alors j'étais collaboratrice, j'étais junior audit parce que je suis passée de l'expertise comptable au commissariat aux comptes et en fait comme j'avais une expérience qui était assez transversale de par mon premier cabinet, je pense que j'ai pu apporter de la diversité et du coup de pouvoir utiliser toute mon expérience pour étoffer la pratique, pour étoffer l'intervention chez les clients et du coup après évoluer. D'accord. Et alors, comment tu as évolué ? Alors, dans les Big, il y a des strates, il y a des jalons qu'il faut dépasser. Il y a un timing à respecter. Alors, je fais pas partie de ces gens qu'on formate facilement, mais j'ai essayé de m'y atteler. Du coup, en respectant des règles, en validant les jalons, passer de junior à senior et puis à senior expérimenté. Oui, donc c'est un parcours assez impressionnant. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as rejoint Agori ? C'est comme souvent, c'est sur un coup de tête. D'accord. Un jour, j'ai dit je vais candidater ailleurs. Au bout de 9 ans, je trouvais que j'avais fait le tour du poste qu'on m'avait donné dans cette expérience.
Et j'ai fait une seule candidature chez Agori et ça a été une opportunité. Les gens qui m'ont rencontré ont cru en moi. C'est vraiment super intéressant de se dire que tu as fait une candidature et c'était la bonne. Oui, alors vu de mon prisme, c'était valorisant et ça c'était un petit peu impressionnant parce que j'avais l'impression qu'on me dotait de qualités et de compétences qui étaient visibles de l'extérieur et je savais pas si je serais capable de. Mais j'avais candidaté en ayant mis comme objectif que je voulais devenir expert comptable. D'un commun accord, je suis rentrée en étant associée à une part pour faire un an d'essai. D'accord. C'est quelque chose que j'ai proposé et qui a été de suite accepté. Alors on devait être sur la même longueur d'onde et au bout d'un an, comme l'essai était réussi, je suis passée pleinement associée. J'étais déjà associée, mais je suis montée un peu plus au capital. Ok, ah oui, c'est intéressant de faire ça comme de petit à petit, mais d'être associé tout de suite. Oui. Ça permet aussi d'avoir tout de suite le poste. Ça permet un positionnement, une reconnaissance et aussi de pouvoir avoir les coups des franches, pouvoir proposer des choses et être force de proposition en se pensant légitime. Oui, et en l'étant. Tout à fait. Et alors, comment tu t'es retrouvée à travailler dans l'ESS? Parce qu'on a parlé un petit peu de ça lors de la préparation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est par l'expérience. Chez le Big, j'avais cette possibilité d'intervenir dans l'ESS, d'intervenir auprès d'associations, des associations qui y avaient besoin d'un commissaire aux comptes, donc d'une certaine taille, et j'ai pu voir différentes choses et intégrer une équipe qui était dédiée à l'ESS. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'ESS? L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Cela regroupe le monde associatif et des formes de structures, des structures de formes différentes des classiques sociétés commerciales. Donc nous, on y intègre les sociétés coopératives qui restent des sociétés fondamentalement, mais qui sont sous forme coopérative. On y intègre aussi les CSE d'entreprises, les syndicats, les sociétés d'économie mixte, toute structure qui s'approche différemment de l'actionnariat pur. D'accord. Et alors, est-ce que les clients de l'ESS sont différents des clients qu'on peut voir habituellement? Est-ce qu'il y a des différences que tu as pu noter? Oui, pour moi, justement, c'est toute la particularité qu'il faut mettre en avant, à laquelle il faut s'adapter. Il y a un jargon à maîtriser, un vocabulaire à utiliser, et ce sont des personnes qui tiennent particulièrement compte des conseils de leur entourage, de leurs conseils, que ce soit dans l'expertise comptable ou lors de recommandations dans le cadre de l'audit des comptes. Et du coup, ce sont des personnes qui ont à cœur de porter un objet qui va au-delà de leur propre intérêt. C'est ma vision des choses. D'accord. Et alors justement, ce vocabulaire qui est un peu particulier, est-ce que tu as des exemples pour nous? Alors le premier exemple qui paraît simple, c'est que au lieu de parler de pertes et de bénéfices, il faudrait plutôt parler de déficit ou j'ai perdu les mots. Au lieu de perte, on doit parler de déficit. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a peut-être une façon de s'exprimer différente et de voir les choses. Et alors,
souvent dans le CES, il va y avoir des assemblées générales. Est-ce que tu vas à toutes les assemblées générales de tes clients? Oui, c'est un positionnement que je tiens à maintenir. C'est vraiment une volonté propre de pouvoir participer à toutes les réunions qui soient en lien avec les comptes, de sorte à être disponible si jamais il y a des questions et aussi de valoriser le travail qui est fait et de respecter le fait qu'il y ait des réunions pour marquer soit l'arrêté des comptes, soit l'approbation des comptes. D'accord, moi tes clients ils ont bien de la chance. Et est-ce que tu te souviens de ton premier client ou d'un client qui t'a particulièrement marqué? En arrivant chez Agori ou ailleurs? Oui, chez Agori ou un autre client. Alors il y avait, je peux le nommer ou pas? Moi je dirais que oui. C'était dans une précédente expérience et c'était une structure familiale cotée. C'est la société Uniglip qui fait des clous pour pneus. Donc une activité que je ne connaissais pas à l'époque, Ah oui. une activité que je connaissais pas, qui était cotée et qui était gérée de manière familiale avec le papa quand j'ai démarré sur la structure et les filles quand j'en suis sortie. Ah oui, donc tu as pu les accompagner vraiment intergénérationnels. Oui. C'est ça. Et c'était déjà impressionnant de pouvoir les voir travailler ensemble entre père et fille. Et c'était aussi impressionnant de voir que la succession a été réussie. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. J'ai envie de revenir sur le fait que tu es associé aujourd'hui. Tu m'as dit que tu avais toujours voulu devenir expert comptable, mais est-ce que tu avais anticipé le fait de devenir associé ou est-ce que c'est venu par la suite? Non. Effectivement, c'était pas une ambition initiale d'être associé dans mon propre cabinet. Initialement, je voulais être simplement expert comptable commissaire aux comptes et pouvoir exercer ma profession. J'avais dans le viseur uniquement le diplôme jusqu'à l'obtenir et une fois obtenu, j'ai voulu profiter un petit peu de ma vie parce que c'est assez dense avant pour pouvoir y arriver et c'est dans un second temps, après 2-3 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire de ce diplôme? Et est-ce que tu as vu le métier en cabinet évoluer durant ta carrière? Tout à l'heure, tu nous parlais de papier quand tu es arrivé dans la profession. Oui, ça a évolué, effectivement. Ça a bien évolué. J'ai démarré avec le papier, alors c'était la fin, parce que dans les années mi-90, l'ordinateur avait déjà fait son apparition de manière vue auprès des personnes, pas juste pour l'élite mathématicienne, mais dans le contexte professionnel, l'informatique était déjà arrivée. Initialement, on se servait uniquement des logiciels pour compiler l'information. Pour l'analyser, on se servait surtout d'Excel, du papier pour retranscrire le cheminement de nos idées. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus des outils digitaux, des outils numériques et qui permettent de nous assister et d'aller plus loin dans notre expertise. Je trouve que ça nous permet de dépasser des opérations avec peu de valeur ajoutée et de se focaliser sur de la valeur ajoutée reconnue par le client et qui sert le client. Oui, exactement. C'est vrai que ces évolutions permettent de se concentrer encore plus sur le conseil, qui est vraiment une belle valeur ajoutée. Je me demandais comment tu ferais pour expliquer ton métier aujourd'hui à un enfant de 5 ans. Alors, j'ai des enfants qui pensent que mon métier, c'est d'être au téléphone ou en réunion. Donc, la chanson de Stromae, Rendez-vous, oui, est quelque chose qui m'a longtemps caractérisé, a priori, vu de l'extérieur. D'accord. Pour un enfant de 5 ans, je dirais que j'accompagne des clients dans des choix stratégiques et je les aide à analyser le passé
pour ambitionner l'avenir. Ça, c'était une belle définition. Donc aujourd'hui, tu es dans une équipe de combien de personnes? Aujourd'hui, nous sommes 7 personnes à modulation, vu qu'en fait il y a des personnes qui viennent en appui en tant que pour leur stage de fin d'études et nous D'accord. avons des apprentis. Ok, donc c'est toi qui gères l'équipe, si j'ai bien compris. Oui, c'est moi qui gère l'équipe. Et alors, est-ce que c'est toi qui as recruté toute l'équipe ou une partie? Aujourd'hui, c'est moi qui ai recruté toute l'équipe. C'est effectivement, je suis arrivée avec une équipe qui était en place, avec des personnes qui étaient plus âgées que moi. Alors effectivement, ça fait un peu peur sur le début Oui. de manager des personnes qui ont plus d'expérience, qui connaissaient en plus le cabinet, donc qui avaient toute légitimité à pouvoir à être autonome. Et aujourd'hui, c'est une équipe que j'ai choisie, qui me ressemble ou qui par leur divers profils, la diversité de leur parcours me semble complémentaire. Et vous avez des rituels d'équipe? Oui, enfin, afin d'échanger, de se retrouver aussi. Vu que en fait nous exerçons notre métier souvent en déplacement, nous allons très souvent chez les clients. J'ai décidé de mettre en place une réunion. Alors on peut l'appeler comme on veut. Nous on l'appelle la réunion météo et ça permet tous les 15 jours de donner notre assentiment, de se positionner par rapport au reste de l'équipe, de dire ceux qui auraient pu se passer mieux et aussi d'informer le reste de l'équipe quelle était la priorité à venir. D'accord. Et alors cette réunion météo, est-ce que chacun dit moi aujourd'hui c'est soleil ou est-ce que vous avez un support? Comment ça se traduit? Alors le support, ce sont les 3 ou 4 questions qui restent toujours les mêmes. D'accord. À savoir comment nous allons. Non, c'est pas il fait beau, soleil, nuage ou pluie. Non, c'est vraiment un ressentiment avec ses mots propres pour que chacun soit libre. Et ensuite, c'est une réussite de passer, une amélioration qui pourrait être mise en place et dans un dernier temps pour se projeter sur l'avenir court, sur les 15 jours qui suivent, c'est la priorité de la semaine ou de la quinzaine. Ah oui, c'est intéressant d'avoir comme ça toujours les mêmes questions et de pouvoir y répondre chacun. Donc vous êtes tous en fait dans une salle de réunion, ça se fait tous en même temps, vous faites pas différents groupes? Non, on est tous les 7 ensemble. Il n'y a pas d'ordre de priorité. D'accord. C'est pas chacun parle quand il veut, vu qu'en fait on distribue la parole pour que les autres puissent écouter, mais il y a pas de priorité, il y a pas d'échelon à respecter, ni de timing. Si vous voulez parler pendant 10 minutes ou 2 minutes, c'est votre choix. Ok. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Donc c'est tous les 15 jours. Je trouve oui. que c'est une super pratique. Et ça permet d'allier excusez-moi. Non, vas-y. Ça permet en fait d'allier notre spécificité de travailler beaucoup à l'extérieur avec la problématique de se croiser peu. On travaille en équipe, donc à 2, 3, 4 ou 5 et ça permet de voir le reste de l'équipe. Ah oui, c'est vrai que ça doit être des moments assez précieux. Et au-delà de cette réunion météo, est-ce que tu mets d'autres choses en place pour fidéliser justement l'équipe? À mon niveau, j'essaye d'avoir des temps de parole avec chacun, d'échanger, d'être tout le temps là pour d'être disponible en fait, d'avoir la porte ouverte, sauf quand je ne suis pas là. Bien sûr. Mais tout le monde a mon numéro de téléphone et par ailleurs, c'est d'avoir des temps conviviaux dans l'équipe, c'est-à-dire manger ensemble 1 ou 2 fois dans l'année sur des temps précis, fêter les anniversaires, fêter la journée de la femme. Et moi, c'est top. Et alors là, toute l'équipe aujourd'hui est spécialisée ESS, si j'ai bien compris. Alors est-ce que c'est une spécialisation ou
une prépondérance. Oui. C'est surtout un domaine de prédilection qui nous va bien, mais nous avons aussi des petits groupes parce que c'est une expertise et un savoir-faire que nous avons de par l'activité d'audit qui est particulièrement mis en avant depuis la loi Pacte, c'est l'audit dans les petits groupes. Et est-ce que la période fiscale, elle est différente dans ce domaine? Alors, la particularité et de l'audit et de l'ESS, c'est que la période fiscale commence très tôt. Nous avons, dans certaines structures, nous arrêtons les comptes très rapidement. Pour preuve, nous avons des assemblées générales d'approbation des comptes dès le mois de février. D'accord. Pour des comptes clos au 31 décembre, donc ça peut paraître un peu rapide quand même. Mais ça peut s'étaler jusqu'à la fin juin, vu que les réunions protocolaires, les réunions statutaires peuvent être réparties dans le temps jusqu'en mai-juin. D'accord. Donc pour la période la plus haute, on commence tôt et on finit un peu tard. Et en tout cas, je te remercie, Émilie. On a vu pas mal de sujets, c'était super intéressant. J'ai bien sûr encore une dernière question que l'on pose à tous les invités. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi? J'y ai réfléchi, effectivement. Du coup, pour moi, je serais le compte 13, les subventions d'investissement, parce que j'estime que j'apporte aux clients sur du long terme et pour de l'investissement. Il faut toujours mettre à profit les conseils, le relationnel et du coup c'est pour ça que j'espère que je peux être assimilée à une subvention d'investissement. Génial, j'adore cette explication, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter une dernière chose, Émilie? Si tu devais parler à quelqu'un qui va se lancer dans l'expertise, dans l'audit, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Un conseil? Un conseil, c'est ne pas se mettre de barrières. Tout est possible. Et tout est possible à la dimension qu'on souhaite. Vous pouvez très bien vous épanouir dans un big comme dans un cabinet de plus petite structure ou seul. En fait, tous les modes d'exercice sont possibles. Il faut juste laisser le temps au temps et accepter de se former en continu. Merci beaucoup, Émilie. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci pour cette invitation et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi. Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lamaconta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lamaconta. À bientôt sur Génération Comptable.